Bonjour mes amis et bon mercredi. La semaine s'est brisée, tout comme vous briserez la tempête de neige à venir sur la côte est des États-Unis. Je sais qu'elle sera grande et effrayante, mais pas tant que ça. Ce vin d'Ukraine Art Wine édition Flamand Rose provient des caves de Bamut. Comme le missile ukrainien, trouvez le lien ci-dessous et dégustez du vin d'Ukraine. Quand la tempête fait rage dehors, parce que vous l'ignorez, il vous reste l'art et le vin. Envie de fêter la Saint-Valentin avec vos proches en dégustant du vin ukrainien? Voici comment. Mais aujourd'hui, mes amis, il y a aussi une tempête sur le front en Ukraine, et un certain pingouin s'est égaré. Partageons l'histoire de ce pingouin, partageons les dernières secondes de ce pingouin russe. Mais l'un d'eux a attiré notre attention, celui du centre. Il n'allait ni vers les zones d'alimentation au bord de la glace, ni ne retournait à la colonie. Peu de temps après, nous l'avons vu se diriger droit vers les montagnes, à environ 70 km de là. Le docteur Ainley a expliqué que même s'il le capturait et le ramenait à la colonie, il repartirait immédiatement vers les montagnes. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça, badabing, badaboum. Ce pingouin voulait la liberté. Ouais, je cherche la liberté, tu sais, ce pingouin la voulait aussi. Et il a obtenu cette liberté en rencontrant un drone ukrainien qui l'a libéré de son origine russe, de son identité russe. Maintenant, il est ailleurs, il est au-delà. Le narrateur ignorait ce que cherchait ce pingouin. Je vous le dis, il cherchait la liberté, il l'a trouvée en Ukraine, et il continue avec les images incroyables qui sortent de l'armée russe. Je ne vais même pas expliquer ce qui se passe ici, ce sera la chute, à la fin de cette vidéo. Regardez bien. Le spécialiste en chef des ânes a terminé pour nos amis à quatre pattes. Pour les ânes, Yacha et Macha ont cousu ces couvertures pour l'hiver au cas où il ferait trop froid. Rien de spécial. Nous avons beaucoup appris seuls. Ils ont une couverture au fond. Ici, vous pouvez voir que nous avons aussi fait des poches. C'est-à-dire que même si la cargaison est transportée à l'avant, vous pouvez toujours attacher des malles par-dessus. Voici donc les couvertures que nous avons obtenues, et regardez ça. Voici notre matcha avec les couvertures. Un âne russe super heureux. Pas vraiment, car il travaille pour l'armée russe. Les opérateurs de drones ukrainiens essayaient surtout de sauver ou d'effrayer les animaux avec des drones avant de viser les hommes. Alors j'espère que Macha et Yasha vont survivre à notre beauté maintenant. Cet homme parle vraiment avec beaucoup d'affection des ânes, et il est russe sur la ligne de front. Tu fais toi-même le lien. J'ignore ce qu'il fait à Macha, mais j'espère qu'elle n'est pas traitée ainsi. J'espère que ces opérateurs de drones ukrainiens vont sauver Macha et Yasha et les rendre ukrainiens. Tu pensais que les vidéos folles s'arrêtaient là? Non, ce n'est pas le cas, ça devient encore pire. Comment peut-on faire pire qu'un manchot russe et des tonkis russes? Je ne plaisante pas. 3 soldats russes se sont rendus à un UGV ukrainien, un véhicule sans pilote équipé d'une mitrailleuse Browning de 12,7 mm St. C'est le front Wally, un Wally ukrainien où des soldats russes se sont rendus. Regardons, cela se passe sous nos yeux. Moment historique, le futur c'est maintenant, vieil homme. Regardez directement via la caméra frontale. Wally, l'un sort, l'autre aussi. Où était le troisième? Ne vous inquiétez pas, mes amis. C'est juste un rampeur lent, il va sortir du terrier ou du nid, peu importe ce qu'ils ont là-bas. Ces deux-là sont sortis, et le troisième ici, un peu ensanglanté, mais toujours vivant. Ils veulent tous être libérés des chaînes d'êtres russes. Doivent-ils se rendre au robot, s'allonger par terre? Je suppose qu'il y a un haut-parleur sur ce robot qui leur dit quoi faire. C'est fou, le fait même que cela se produise, il y a même un drone au-dessus, aussi parce que ces gars regardent comme tout le temps en l'air, s'attendant à recevoir le coup fatal à chaque instant. Mais il ne vient pas parce qu'ils ont fait le choix judicieux de devenir libres, et maintenant ils sont vivants et libres.
Regardez-moi ça. Auriez-vous deviné? Je connais les statistiques. La plupart de mes spectateurs ont entre 60 et 80 ans. Beaucoup d'entre vous ont visité le Vietnam. Auriez-vous imaginé cette réalité dans 50 ou 70 ans? Des soldats russes se rendant aux robots ukrainiens. C'est fou. J'aimerais dire que les histoires bizarres les sont finies et qu'on va passer à du sérieux, mais non, en Russie, ça ne s'arrête jamais. En Russie, un Cybertruck de substitution importé a été présenté, une camionnette électrique à environ 70 000 $. Derrière cette armure en acier inoxydable se trouve en réalité une plateforme BO-F70 EV chinoise. Donc c'est un camion chinois qu'ils importent, puis ils ajoutent des panneaux qui ressemblent à ceux du Cybertruck par-dessus et le vendent avec 50 000 $ de plus. Le camion chinois coûte 15 000 $, mais il est vendu 70 000 $. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne suis pas fan d'Elon Musk, de Tesla, ni du Cybertruck. Je pense que ça représente tout ce qui ne va pas avec l'humanité, et je ne considère pas Tesla comme un sauveur du climat en Norvège. Donc ils veulent refaire le Cybertruck, qui est l'un des véhicules électriques les plus horribles jamais fabriqués dans l'histoire des véhicules électriques. Je pense que ce camion chinois est encore meilleur et ils veulent recommencer. Tu sais quoi? J'appellerais ça un Wang Panza. Regarde, c'est un Cybertruck, vraiment un Wang Panza. Si tu croises un Cybertruck, rappelle à son conducteur qu'il roule en Wang Panza, car c'est bien ça. D'accord, maintenant on peut devenir un peu plus sérieux, mais pas trop. Voici des vidéos qui sont sorties hier montrant des Russes se retirant de Syrie. Oui, ils occupaient encore 2 ou 3 bases militaires là-bas, et ils essayaient de conclure un accord avec le nouveau gouvernement syrien après la chute d'Assad. Ils ont échoué et se retirent. Voici une base à la frontière nord. Et ils chargent tout dans des avions, cargo, des BTR, des camions, des jeeps, même des avions de chasse et des hélicoptères. Ils les démontent carrément, les mettent dans les avions, ils se retirent. Pour la Russie, cela signifie la perte d'un autre bastion. Cette base spécifique dans la partie nord de la Syrie servait de point de départ pour d'autres opérations, par exemple au Soudan, ou dans tout pays africain où Wagner agit. C'était une escale, un ravitaillement et un centre logistique. On peut dire qu'ils sont en train de le perdre. Cela symbolise la chute de l'Empire russe. Chaque bastion perdu ajoute une fissure au mur. Et finalement, tout finit par s'effondrer, mais grâce à ce petit opérateur sympathique. Nous découvrons comment les Russes ont quitté la base et ce qu'ils y faisaient. Depuis 2019, personne n'y entrait car elle était occupée par les Russes. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils ont laissé. Bonjour, je suis Ambrine Saman, correspondante en chef chez Al Monitor. Nous sommes la première organisation médiatique à entrer dans cette base russe ici à Kamishla, dans le nord-est de la Syrie, après qu'elle ait été abandonnée par les forces russes il y a environ 2 jours, selon les forces de sécurité kurdes locales. Protéines de lactosérum. Sur une table de ping-pong, une table de tennis, et il y a aussi un appareil pour les biceps dessus. De nombreux débris partout, puis un sac de boxe chargé de rubans adhésifs, le rendant très lourd. Donc ici, vous pouvez voir une partie de l'équipement qu'ils utilisaient pour se divertir. Il y a une table de ping-pong, il y a un sac de frappe. Je suppose que c'est pour s'entraîner. C'est une façon assez correcte de dire ça pour le sac de frappe de l'opérateur. Je suppose parce que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-ci. Pommes de terre et carottes. Eh bien, ce sont les pommes de terre et les carottes. Partout où l'armée russe se trouve, il y a des pommes de terre et des carottes. C'est un endroit plutôt misérable. Oui, regarde, ce n'est pas une terre ukrainienne occupée. Ils paillaient les maisons, volaient les toilettes et les laits sont ainsi. C'est leur base militaire, c'est comme ça qu'ils sont en Syrie. Imagine comment ils sont en Russie. C'est pareil. Toutes les ordures qu'ils ont laissées derrière eux. Ces forces sont ici depuis 2015. C'est à ce moment-là que le dictateur syrien Bachar el-Assad a invité les forces russes à venir le défendre contre un sunnite. J'ai couvert la chute du régime d'Assad en 1 semaine et demie. C'était magnifique. La Russie était impuissante.
Ils éternent dans leur base, à s'entraîner à la boxe et à manger des protéines de lactosérum. C'est ce qu'ils faisaient avant. Ils ont mené le soulèvement. Leur avenir semble incertain depuis décembre 2024 lorsque Ahmed al-Shara, l'actuel président intérimaire de la Syrie, a pris le pouvoir. Shara est un ancien militant d'Al-Qaïda qui est désormais soutenu par la communauté internationale et dont les forces sont maintenant engagées dans un conflit avec les forces kurdes syriennes qui ont désormais pris le contrôle de cette base. Voici l'autre base russe, où l'on voit encore le drapeau russe flotter, mais pas pour longtemps. Ils sont toujours à l'aéroport de Kamachik, mais nul ne sait pour combien de temps. Oui, bon débarras. Tout pays dont les Russes partent y gagne beaucoup. Donc dans ce cas, la Syrie gagne beaucoup. Comme le dit Donald Trump, les Syriens gagnent beaucoup parce que les Russes s'en vont. C'est bien maintenant. Un fait intéressant pour toi. Je ne suis pas ici pour me moquer. C'est un sujet sérieux qui illustre simplement ce qui se passe en coulisses dans la société russe. Ils ne veulent pas montrer cela à la télévision nationale. Voyez l'augmentation des ventes d'antidépresseurs dans les pharmacies russes depuis le début de l'invasion en 2022. 13 millions de boîtes en 4 ans de guerre. Cela a augmenté de 100%. 22,3 millions de boîtes vendues par an, forte hausse des antidépresseurs en Russie, où la santé mentale reste peu prise au sérieux. Ils vivent principalement dans les années 80-70, 80-90, donc la santé mentale, pour eux c'est un truc de faible. Donc les hommes choisissent généralement de boire, de se droguer ou de recourir à la violence. Mais l'augmentation de cela montre qu'il y a une hausse de la dépression, une reconnaissance croissante de cette dépression. Cela montre simplement les failles dans la société russe et la tension qui y règne. Ce n'est pas quelque chose de drôle. Moi-même, je prends des antidépresseurs et cela fait maintenant 5 ans. Des antidépresseurs puissants que je prends m'aident beaucoup. Et si vous en prenez aussi, si vous avez un TSPT ou tout autre trouble qui nécessite ces médicaments, je vous comprends totalement. Et parfois, d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ces médicaments ont vraiment du mal à comprendre ce problème. Donc dans cette actualité, je ne suis certainement pas là pour me moquer de ça, et j'espère que ces personnes recevront aussi l'aide dont elles ont besoin. Quand les Russes, qui sont très tristes de perdre la guerre en Ukraine, je veux montrer un exemple de la positivité ukrainienne et leur façon de faire face. Des gens ordinaires, une question. Pourquoi nous demande-t-on de stocker de la nourriture pour plusieurs jours ? Ils ne demandent pas de stocker de l'iode, c'est donc rassurant. C'est ce sarcasme intense de la positivité ukrainienne, leur façon d'affronter la guerre. Quand ils vous demandent de faire des réserves d'iode, vous savez que vous êtes foutus. Vous savez, vous allez être ailleurs dans quelques jours. Il n'y aura pas de guerre nucléaire. Ne t'en fais pas, ils t'ont juste demandé de stocker de la nourriture, pas de l'iode. Tu peux donc sourire. Voyageons maintenant près de mon pays d'origine, la mer Baltique, incluant les détroits danois et le golfe de Finlande. Cela concerne tout navire entrant ou sortant de Saint-Pétersbourg, soit de nombreux navires de la flotte fantôme russe. À ce jour, l'Estonie, la Finlande et l'Allemagne ont agi. L'Allemagne a bloqué un navire, la Finlande en a saisi plusieurs, l'Estonie aussi en a bloqué un. Mais maintenant, nous avons un accord commun concernant tous les futurs navires de la flotte fantôme russe. Ils seront saisis. 14 pays européens ont annoncé la fermeture de la mer Baltique à la flotte fantôme russe. Selon la déclaration conjointe publiée par le gouvernement britannique, les pays ont lancé un avertissement. Les pétroliers cachant leur origine en changeant de pavillon, éteignant les transpondeurs ou sans documentation adéquate, seront considérés comme navires sans nationalité. De tels navires peuvent être détenus sans risque juridique. J'espère voir une forte augmentation de la détention des navires russes, simplement les saisir, les amener dans les ports de l'une de ces nations, et c'est tout. La Russie ne récupère ni le navire ni le pétrole. Un seul navire transporte pour des centaines de millions de pétrole. C'est une grosse perte d'argent pour la Russie, argent destiné à fabriquer des missiles tuant des enfants ukrainiens. C'est donc une excellente décision. Maintenant, allons à Moscou, où le bon et honnête État russe a de nouveau décidé d'offrir aux habitants de Moscou des feux d'artifice gratuits aux frais de l'État. J'adore toujours voir ça.
Voici l'une des sous-stations, une sous-station de 110 kW dans l'une des banlieues de Moscou, et regardez ce qu'elle fait aux frais de l'État russe. Feu d'artifice gratuit pour tous, toutes ces voitures profitent de ce spectacle sans rien payer, c'est ce que l'État offre. Ensuite, tout redevient sombre. Bien sûr, c'est le prix à payer, mais vous profitez de quelques secondes de feu d'artifice gratuit, ce qui reste très agréable. Regarde comme c'était joli, tout le ciel clignotait. Sprasnikov, oui. Oui, je ne dois pas le dire, mais ce sont les Ukrainiens qui l'ont frappé. J'ai l'impression que je dois le dire, je fais des blagues comme ça, donc je sens que je dois le préciser à la fin. Oui, ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait exploser. Maintenant, mes amis, voyons comment les Russes aiment ou n'aiment pas le système de points de l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens ont ce système de points tristement célèbre qui les rend de plus en plus efficaces pour détruire l'armée russe. Tout. Un soldat gagne des points en détruisant du matériel russe, échangeable contre de l'équipement, des permis ou autres. Regardez. Les brigades du 3e corps sont en tête pour la destruction de l'ennemi avec des drones, les unités du 3e corps d'armée, la 3e brigade d'assaut et la BBS de la 63e brigade de fusiliers motorisés sont entrés dans le top 10 pour la destruction de l'ennemi avec des drones et sont devenus les meilleurs parmi toutes les unités des forces terrestres. En 2025, lors de l'événement Armée de Drone 25, le ministère de la Défense et le président ukrainien ont honoré les meilleures unités. Le programme bonus de l'armée de drones convertit la destruction ennemie par drone en points électroniques. Plus vous réussissez de frappes, plus vous obtenez de drones pour éliminer l'ennemi. Avec ces points, vous accédez à de meilleures munitions, armes et drones. Tuer donne plus d'occasions de tuer. Ce système efficace favorise les meilleures unités qui reçoivent davantage, tandis que les moins performantes n'obtiennent rien. C'est une méthode très efficace et innovante pour s'assurer que les meilleures unités obtiennent le meilleur équipement. Et les soldats et les officiers sont motivés à tuer plus d'ennemis. C'est du génie et les Russes n'aiment pas vraiment ça. 2 brigades du corps figurent simultanément au classement, confirmant un travail systématique, la formation des équipages et le leadership des 3 dans l'utilisation des drones au combat. 3e corps d'armée. C'est formidable. Je sais qu'on change souvent de région et on recommence. Nous partons en Pologne, voici la frontière avec la Biélorussie. C'est le nouveau rideau de fer, la Pologne le fortifie énormément. Ce sont des dents de dragon anti-char ou des hérissons faits en béton de l'Union européenne, pas en béton russe, dans lequel on peut enfoncer son doigt. Il est vraiment difficile pour les chars de traverser ça, et ces frontières y sont surveillées par des drones, des caméras, des capteurs automatiques, tout. En cas d'incident, l'artillerie tirera aussitôt sur eux et les chars. Ces frontières font partie du mur de l'Est qui traverse continuellement l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie puis la Pologne. C'est le nouveau rideau de fer, je suis content qu'ils réagissent enfin, même si c'est 30 ans trop tard. Mes amis, finissons la vidéo d'aujourd'hui avec une autre catastrophe de canalisation en Russie. Vous savez tous, c'est la saison des fontaines de merde en Russie. Joyeuse saison des fontaines de merde. Nous allons à Omsk, Extrême-Orient. C'est très lié à ma lignée familiale parce que mon grand-père a été déporté près de cette ville, en Sibérie, en Russie, quand il avait 4 ans. Les habitants d'Omsk sont très en colère après une nouvelle rupture de conduite d'eau. Ils ont eu de la chance, savez-vous pourquoi ? C'était une conduite d'eau chaude, pas d'égout, sinon ça aurait été différent. Tout cela serait marron, de beaux champs marrons, et ils n'ont été recouverts que d'eau chaude fumante, pas de merde chaude et fumante. Donc oui, c'est ce qui se passe en Russie chaque hiver, et d'habitude c'est la conduite d'égout. Mes amis, vous avez la tempête hivernale sur la côte Est, et ici en Europe centrale et du Nord, nous avons aussi de la belle neige. Bref, c'est le temps de la neige. L'idéal est d'en profiter avec du vin ukrainien de Pahmout, libéré avant l'arrivée des voyous de Wagner. Ils en ont volé la plupart, mais quelques-uns ont été sauvés. Art Wine, édition Flamand Rose. Procurez-vous-en via le lien ci-dessous. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, qui sera vendredi, assurez-vous de vous abonner d'ici là. Slava Ukrainje et au revoir.